Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur Média. Merci de nous rester fidèles. Au Kenya, le président William Ruto et son principal opposant Raila Odinga ont convenu de la formation d'un comité conjoint destiné à résoudre à l'amiable leurs différends. Cela fait suite à des semaines de manifestations de l'opposition kenyane ayant occasionné des dizaines de morts. Avec la nouvelle loi de finances qui a instauré de nouvelles taxes, l'opposition accuse le gouvernement kenyan de réduire le pouvoir d'achat des Kenyans déjà grevés par une inflation continue. Selon le président Ruto, les pourparlers n'incluraient pas les questions liées au coût élevé de la vie. Quel sujet à discuter entre le gouvernement kenyan et son opposition? Quelle solution aux différends entre William Ruto et Raila Odinga? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, il sera question de parler de l'Éthiopie où le gouvernement fédéral éthiopien fait face à un nouveau conflit dans la région Amara. Il s'agit d'affrontements entre les milices nationalistes Amara, appelées Fano, et l'armée fédérale. Cela fait suite à l'accord de paix signé entre le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens et l'annonce en mi-avril des autorités d'Addis Abeba de vouloir démanteler les forces alliées lors du conflit entre novembre 2020 et novembre 2022. Le gouvernement éthiopien a déclaré dans cette région un état d'urgence de 6 mois. Quel risque de ce nouveau conflit en Éthiopie? Quelle issue à la crise dans la région Amara? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Monsieur Pape Samba Mbeng, vous êtes politiste. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Daouda. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Merci également à Mamgour Ngom, votre co-débatteur. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci également, Mamgour, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, Daouda. Merci de l'invitation. Et j'en reviens à vous, M. Mbeng. Après des mois de manifestations et de violence, le président kenyan William Ruto a finalement décidé de dialoguer avec son principal opposant Raila Odinga. Déjà, quelle analyse faites-vous de ce rapprochement entre les deux hommes? D'abord, ce rapprochement est normal dans la mesure où tous les deux protagonistes, pour régler le problème, il faut qu'ils essayent de dialoguer pour régler le problème politique. Mais d'abord, Raila Odinga est dans cette dynamique de contestation parce que déjà en août 2022, après les élections, il avait contesté les résultats. Donc Odinga est dans cette même dynamique de contestation. Donc si on voit que les deux se rapprochent pour discuter, je pense que c'est une bonne chose. En plus, nous avons vu que... Mais accepter de dialoguer avec ce président élu et des résultats qui ont été confirmés, est-ce que ce n'est pas également une façon aussi de finalement reconnaître aujourd'hui l'élection de William Ruto à la présidence du Kenya? Oui, il l'a reconnu. Il l'a reconnu dans la mesure où maintenant, son argument, ce n'est plus les élections que le Ruto a volé les élections, mais ses arguments de contestation sont l'inflation et la crise économique qui sévissent dans ce pays-là. Donc il a oublié les élections ou le vol des élections en 2022 d'après lui. Oui, je rappelle que c'est Raila Odinga qui qualifie ces élections d'avoir été truquées ou bien qu'il y a eu fraude, ce qui a permis à ce candidat qui était William Ruto de remporter cette élection. Oui. Vous étiez tout à l'heure sur un point, à savoir le coût élevé de la vie, l'inflation aujourd'hui que vit le pays, mais le président Ruto a aussi en tout cas tenu à être clair, c'est-à-dire que cette question, à savoir le coût élevé de la vie au Kenya, ne sera pas à l'ordre du jour à travers ces discussions-là. Est-ce que ce point peut être occulté si l'on sait que la plupart des Kenyans, en tout cas, c'est ce qu'ils revendiquent également puisque ce sont eux qui vivent cette situation? Ce point ne devrait pas être occulté parce que c'est ce point-là qui est bon, c'est un des points les plus discutés présentement au Kenya, c'est la hausse des denrées alimentaires, l'inflation. Donc ces points économiques-là ne peuvent pas du tout être occultés. Voilà, pour le dialogue. Dans la mesure où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le président de la République a promulgué une loi qui augmente les taxes et les impôts.
et cela va encore rendre plus difficile la détresse économique auquel sont confrontés les Kenyans. D'ailleurs même, les raisons des manifestations sont économiques avec cette promulgation de cette loi. Donc on ne peut pas du tout enlever ce point-là sur ce point de dialogue-là. Et il y a une autre proposition aujourd'hui trouvée, ou bien une autre solution trouvée par le pouvoir et l'opposition, c'est que cette question aujourd'hui de cette loi de finances doit être tranchée, ou bien devrait être tranchée aujourd'hui par un tribunal. Et je rappelle aussi que le président William Ruto, lors de la présidentielle au Kenya, s'était en tout cas porté comme le candidat des débrouillards, ce qui a d'ailleurs beaucoup contribué aussi à le faire élire par ces Kenyans aujourd'hui qui subissent ce coût élevé de la vie. Et j'en viens à vous, Mame Gor. Parmi les questions à discuter, la reconstitution de la commission électorale et des limites indépendantes, la mise en œuvre de la règle des 2/3 pour les femmes, l'enracinement du fonds de développement des circonscriptions, la création et l'enracinement également du poste de chef de l'opposition qui doit être également institutionnalisé et celui du secrétaire de cabinet du Premier ministre. Que pensez-vous de ces thématiques aujourd'hui à l'ordre du jour pour ces discussions entre Ruto et Odinga? Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit de points qui touchent aux élections. À rappeler que Raila Odinga, c'est une bête politique, 78 ans, plusieurs présidentielles, plusieurs échecs, et qui jusqu'à récemment contestait la présidentielle au Kenya. Donc aujourd'hui, il ne dit plus Ruto must go, Ruto doit partir, mais il accepte d'être autour d'une table avec le président kenyan pour discuter sur un certain nombre de choses. Au-delà de la crise économique évoquée par Pape Samba, il y a la crise électorale, parce que rappelons-nous qu'il y avait une crise électorale, une crise post-électorale avec des morts. Je pense que même Odinga a surfé sur cette crise électorale pour parler d'économie. Et quand on voit ces points liés à des élections, on se rend compte que ce n'est pas aussi linéaire. On ne peut pas dire que Raila Odinga il est là exclusivement pour le peuple kenyan ou bien pour des idéaux tout à fait démocratiques. Parce que quand on parle de chef de l'opposition, ça c'est un truc tout à fait personnel. Ça va au-delà même d'une contestation de la présidentielle. Avec tous les avantages que confère ce titre de chef de l'opposition. Oui, avec tous les avantages. Et puis aussi, rappelons-nous que Raila Odinga, c'est un homme d'affaires qui est très riche, qui est soutenu par Kenyatta. Donc, deux hommes d'affaires très riches et qui ont leur business dans le pétrole et tout. Donc, quand on parle de contestation, de crise économique et autres, certaines mauvaises langues disent même que il y a ces biens, ces privilèges, ces affaires ont été touchées par le président actuel qui comprend. Et je rappelle que les deux que vous venez de citer, à savoir Uhuru Kenyatta et Raila Odinga, l'un est le fils de l'ancien président ou du premier président Kenya après l'indépendance, Jomo Kenyatta, et l'autre le fils du premier vice-président aussi du Kenya. Donc c'est en quelque sorte une pérennisation d'un certain système. C'est vrai que le président Ruto, le candidat Ruto a beaucoup insisté sur la pauvreté, a beaucoup insisté sur les couches défavorisées, les banlieues kenyanes, les zones les plus défavorisées pour dire que il va tout faire pour qu'après son élection, la vie va être beaucoup plus, ne va pas être chère, les conditions de vie vont être améliorées, mais malheureusement, avec le pouvoir, la réalité du pouvoir, il se rend compte que il ne peut pas tout faire et puis il ne parvient pas à alléger la souffrance des populations. Est-ce que Odinga n'a pas surfé sur sa Mame Gor? Aujourd'hui, Odinga lui rappelle, à la suite des manifestations ou bien même lors des manifestations, Odinga lui rappelait aujourd'hui qu'il se disait en tout cas candidat des débrouillards, mais aujourd'hui, sa loi de finances ou bien la loi de finances qui a été adoptée, il lui rappelle que ce sont les débrouillards, à savoir les Kenyans lambda aujourd'hui, qui subissent le plus les conséquences de cette loi-là face à l'inflation que traverse le pays. C'est le paradoxe kenyan et je pense que ce n'est pas propre au Kenya, c'est le paradoxe de nos hommes politiques. Souvent, ils disent que les promesses n'engagent, surtout les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Donc l'autre paradoxe aussi, c'est le fait que Ruto,
qui est un candidat des pauvres, qui se considère comme le candidat des pauvres, le candidat des débrouillards. C'est lui qui vient et qui est contesté par ces couches défavorisées, par ces couches qui sont vulnérables. Et que c'est le Odinga, qui est un grand affairiste, qui vient pour défendre ces couches. Je pense que ça, c'est tout à fait contradictoire dans le contexte kényan, mais si, ce n'est pas aussi linéaire. Ce n'est pas parce que Odinga, aujourd'hui, il est dans l'opposition, il conteste certaines décisions de Ruto, mais on peut dire que lui aussi, il est en quelque sorte responsable de ça. Parce que lui, il a ses affaires dans le pétrole. Il ne peut pas que le pouvoir touche à ses affaires. Et il fait tout aussi pour préserver des privilèges. Quand on parle de chef de l'opposition et tout ce qui tourne autour du chef de l'opposition, à 78 ans, peut-être il n'a plus de chance d'être président de la République. Parce qu'il est, quoi qu'on dise, il est assez vieux pour être président de la République. Et rien n'indique qu'il a des chances pour être président de la République devant Ruto, et il ne parle plus d'aller déloger Ruto, mais avec cette commission, on va vers des compromis. Et bon, j'ai bien peur que ça soit des compromissions. Et il parle plus de négocier et d'essayer de trouver une issue aujourd'hui à cette crise post-électorale que traverse le pays. J'ajouterai également que le président Ruto a justifié aujourd'hui cette loi de finances par la nécessité pour le pays de pouvoir poursuivre aujourd'hui certains grands chantiers qui avaient été entamés par son prédécesseur, à savoir le président Kenyatta. Et pour le comité dont parlait Mamgour tout à l'heure, Pape Samba, il s'agit d'un comité qui a été mis en place aujourd'hui pour essayer de coordonner, en tout cas, ou bien de faciliter ce dialogue entre les deux, à savoir le président Ruto et son principal opposant, Raila Odinga. Et ça a été organisé de façon aujourd'hui à ce que chaque groupe, chaque côté en tout cas, ait 5 représentants au sein de ce comité. 4 parlementaires, 4 non parlementaires, le chef aujourd'hui du groupe parlementaire également, et le chef du groupe parlementaire au pouvoir et le chef du groupe parlementaire de l'opposition, ce qui fait au total 10. Mais tout cela et ce rapprochement a pu être possible également grâce, au-delà des appels à l'international, du clergé, des Nations Unies et tout, grâce à l'implication également personnelle de quelqu'un comme Olusegun Obasanjo, l'ancien président aujourd'hui du Nigeria. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ce rôle joué par l'ancien président Obasanjo, en tout cas, dans le rapprochement entre Odinga et également son challenger, le président Ruto? Vous savez, les acteurs externes avaient appelé de leur vœu que William Ruto et Raila Odinga se retrouvent autour d'une table pour discuter. Déjà, il y avait 13 pays occidentaux qui s'étaient rendus au Kenya pour appeler les deux acteurs à discuter, à trouver une issue diplomatique à cette crise. La conférence des archevêques de Kenya aussi se sont réunis pour convoquer les deux à discuter. Et une chose aussi à préciser est que Raila Odinga a accepté ce dialogue dans la mesure, à condition qu'il y ait un médiateur. Et il se trouve que le médiateur est Olusegun Obasanjo. Donc en tant que médiateur, Obasanjo va quand même participer à renouer les liens entre les deux, et dans la mesure où si Raila Odinga accepte Obasanjo, cela veut dire que Obasanjo pourrait jouer vraiment un rôle de médiation de manière efficace et efficiente pour avoir vraiment une issue diplomatique à cette crise. Et l'actuelle présidente tanzanienne était même pressentie, mais son choix n'avait pas fait l'unanimité des deux côtés, à savoir les deux partis qui doivent être en dialogue. Et locomotive économique d'Afrique de l'Est, le Kenya connaît une inflation, on le rappelait depuis tout à l'heure, avec plus de 8% sur un an en juin dernier. Le pays a aussi vu son activité paralysée lors des journées de manifestation qu'il y a eu. La nouvelle loi de finances également, qui a ajouté de nouvelles taxes, n'a pas arrangé également la situation. Est-ce que tout cela également n'a pas poussé aujourd'hui le président Ruto à accepter ce dialogue avec la coalition de l'opposition dirigée par son principal opposant? Tout à fait. C'est-à-dire la situation économique surtout que traverse le pays et les conséquences des manifestations. Tout à fait. Déjà les manifestations, vraiment les manifestations ont causé des dégâts économiques pour le pays. Selon même le Kenyan Private Alliance Sector, c'est-à-dire une alliance privée qui fait
qui donne des statistiques, des données, a montré que ces crises-là, ces manifestations, coûtent chaque jour 3 milliards de shillings kenyans, soit 21 millions de dollars à l'économie kenyane. Donc du point de vue économique, ces crises-là, ces manifestations-là ont des conséquences économiques pour le pays. Donc c'est une des raisons pour laquelle Ruto convoque Odinga pour discuter afin de trouver une issue, parce que sur le plan économique, cela n'arrange pas du tout le pays. Même les manifestations ont causé même des pillages de biens de Raila Odinga. Donc les manifestations, les pillages, les vandalismes n'arrangent même pas le chef de l'opposition. Tout le monde en a subi les conséquences. Comme on dit, la foule est folle en quelque sorte. Ouais. Et Mamgor, pour ces manifestations qui ont duré 9 jours, la coalition de l'opposition, dénommée Azimio, parle d'au moins 50 personnes tuées. Depuis mars, c'était les premières manifestations. Ensuite, il y a eu les manifestations de juillet qui ont duré 9 jours. Les organisations de défense des droits humains, pour leur part, dénoncent la répression de ces manifestations et même l'usage de balles réelles. Le pouvoir, pour sa part, parle en tout cas d'une dizaine juste de personnes tuées. Est-ce que dans nos États également, Mamgor, il ne faudrait pas voir la façon aujourd'hui de faire le maintien de l'ordre lors des manifestations pacifiques, surtout de manifestations pacifiques de l'opposition? Oui, le passif humain est lourd quand on parle de 50 morts. C'est vrai qu'à chaque fois aussi, les pouvoirs respectifs, ils essaient de minimiser les choses, de réduire les choses à leur plus simple expression en parlant de dizaines de morts ou bien 10 morts, quelque chose comme ça. Mais tout le monde sait qu'il y a beaucoup de morts au Kenya. Même 10 morts, c'est beaucoup. Dans des pays occidentaux, dans les pays des autres pays qui sont démocratiques, les gens manifestent. Récemment, on a vu en France, les gens ont manifesté et avec beaucoup de violence, mais il n'y a pas eu mort d'homme. Donc dans nos pays, les gens il y a le tout répressif. Le tout répressif qui n'est pas la solution. Malheureusement, au Kenya, c'est le cas parce que aussi, au-delà de Raila Odinga, il y a la coalition Azimio qui est une très forte coalition. Odinga a été très bien inspiré d'avoir une coalition qui puisse faire face au pouvoir. Au début des manifestations, de la contestation, le président Ruto pensait que c'était quelque chose qui était vraiment passagère, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a une dynamique réelle et puis il y a une forte mobilisation et surtout... Et d'ailleurs au tout début, même le président Ruto n'était pas pour le dialogue, il disait ouvertement qu'il ne dialoguerait pas de la sécurité du pays avec son principal opposant, Odinga. Parce qu'il pensait que c'était pas du tout sérieux, alors que beaucoup de choses se greffent dans des manifestations. Chacun vient avec son agenda. Il y a des pilleurs, il y a des gens qui n'ont pas de travail, il y a les quartiers les plus défavorisés, les banlieues, les lointaines banlieues et proches banlieues au Kenya. Et tout ça se greffe pour créer ces genres de problèmes. Et le bilan est lourd. 50 morts, d'autres même il y a des chiffres qui donnent beaucoup plus des statistiques beaucoup plus... Les autorités kenyanes, elles parlent d'une vingtaine de morts. C'est ça. Et mon problème est que même avec Amnesty International et autres qui dénoncent, mais les pouvoirs, ils semblent être sourds et aveugles pour dire que rien ne se passe, jusqu'à ce qu'on arrive à voir la réalité en face avec une crise profonde, des pertes humaines très graves, et puis même sur le plan économique, comme le disait Mbeng, des pertes économiques. Je pense qu'il fallait peut-être dès le début stopper tout cela pour négocier, des négociations sérieuses, même s'il est vrai que c'est Ruto qui est le président de la République qui est élu, même s'il est vrai que Raila Odinga le conteste depuis des mois, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il fallait être autour d'une table. Je pense que là aussi, il ne faut pas aussi condamner seulement le pouvoir, mais il y a une partie de responsabilité de l'opposition, principalement de Raila Odinga, qui était
il était radical, il appelait même à déloger. Et vous parliez tout à l'heure d'organisateurs de droits humains et également aussi d'Amnesty International. Ces organisations d'ailleurs parlent même d'exécutions qu'il y a eu, des exécutions extrajudiciaires, des exécutions sommaires et même extrajudiciaires, même si le ministre kenyan de la Justice en tout cas dénonce cela et nie en tout cas ces accusations des organisations des droits humains qui ont eu à mener des enquêtes et à documenter cela. Aujourd'hui, et ce n'est pas également une chose que l'on voit seulement au Kenya, mais dans d'autres pays africains, que ce soit de l'Ouest et ailleurs, on voit également lors des manifestations cette répression systématique et des fois même très violente. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi remettre la question de la préservation des droits humains au cœur de nos gouvernances, au-delà de la gouvernance économique, de la bonne gouvernance et j'en passe? Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre également cette question des droits humains au cœur de notre façon de gouverner? Oui, je pense que tout cela découle d'une crise, on disait ça tout à l'heure, d'une crise démocratique qui étend ses tentacules partout. Et quand la démocratie est en crise, tout est en crise, y compris les droits humains, la gestion des droits humains, la gestion des manifestations, le mal de la presse, le mal dans l'édition et tout. Et dans ce cas précis, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a une infantilisation de la démocratie africaine, une tropicalisation. On pense qu'en Afrique, les gens, quand ils manifestent, c'est pour renverser le pouvoir. Quand ils manifestent, la plus forte opposition, ce qu'on doit faire face à des manifestants, c'est tirer dessous. Et puis, on tire sur des manifestations, on tire sur des manifestants et on tue. Ça, c'est une logique malheureuse qu'on constate partout en Afrique. Contrairement à ce qui se passe ailleurs. Les autres ne sont pas plus violents que les autres. Certes, il y a des bandits, certes, il y a des larcins qui profitent des occasions pour commettre des bêtises, mais on se rend compte qu'ailleurs, on parvient à gérer les manifestations, faire de telle sorte qu'il n'y ait pas mort d'homme. Mais ici, cet usage des balles réelles. Je pense qu'il faut revoir cet usage des balles réelles dénoncé par Amnesty International et par d'autres organisations et même par nos sociétés civiles africaines. Je pense que c'est possible. On ne peut pas ne pas manifester en démocratie. La démocratie nous offre toutes ces solutions. Donc on peut manifester en paix. Souvent aussi ce sont des manifestations qui ne sont pas autorisées. Ce qui n'est pas normal parce que l'autorisation doit être la règle. Surtout dans une démocratie. Les manifestations d'ailleurs ont permis au Kenya aujourd'hui d'arriver à ce dialogue ou à ce rapprochement entre les deux hommes. Et puis le Kenya c'est un pays qui a l'habitude des manifestations. Ce n'est pas en 2021-2023. Les gens ont toujours manifesté. Malheureusement, il y a des violences aussi lors des manifestations, comme partout en Afrique. Donc on en revient à Raila Odinga et à William Ruto aujourd'hui. Le rapprochement entre les deux hommes, au-delà des questions politiques dont nous avons débattu tout à l'heure sur ce plateau, selon vous, quelle autre problématique ou bien quelle autre thématique devrait être débattue entre les deux hommes pour au sortir en tout cas de ce dialogue-là ou bien au sortir de ce rapprochement, que le Kenya puisse en tout cas renouer à nouveau avec la stabilité? Permettez-moi d'abord de revenir très rapidement sur ce que disait Mamgour. En fait, vous savez, la manifestation fait partie de la démocratie. D'ailleurs, c'est un droit constitutionnel. Et on constate que dans beaucoup de pays africains, si on fait des manifestations, on constate des morts d'hommes. Des répressions systématiques. Et il y a ce qu'on appelle le fait manifestant. Autrement dit, dans une manifestation, il y a plusieurs acteurs. Il y a les forces de l'ordre, les manifestants, mais il peut y avoir aussi des infiltrés qui sont là pour semer la zizanie. Mais cela n'empêche que la manifestation est un droit constitutionnel. Tous les pays devraient l'accepter parce que accepter cette manifestation-là, c'est accepter le pluralisme politique. Et vous savez que le pluralisme est un point vraiment important de la démocratie. Maintenant, pour revenir à votre question, tout à l'heure, Mamgour a parlé de crise de la démocratie. Donc, pour moi, il faut mettre à l'ordre du jour les points qui peuvent faire progresser la démocratie kenyane. C'est-à-dire mettre des points qui permettront aux gouvernants de ne plus manipuler les règles du jeu, de ne plus manipuler les règles électorales. Parce que si vous constatez bien, cette crise-là,
quand même cette crise, surtout les manifestations, est une continuité des violences post-électorales de août 2022. Donc sur les points, concernant les points sur lesquels on devrait discuter, que les Kenyans ou les gouvernants kenyans devraient discuter, il faut mettre vraiment en exergue tout ce qui peut vraiment améliorer la démocratie kenyane, tout ce qui peut empêcher la manipulation des règles du jeu politique, des règles électorales kenyanes. Et aujourd'hui, le pouvoir comme l'opposition kenyane, les deux partis n'en sont pas à leur premier dialogue. Ils avaient tenté un premier dialogue, c'est-à-dire après l'élection et la crise post-électorale qui s'en était suivie. Il y a eu une première tentative, en tout cas, de dialogue en mars 2023 qui n'avait pas abouti. On espère que pour ce nouveau dialogue, en tout cas, entre les deux partis, qu'il y aura consensus et qu'ils trouveront, en tout cas, des solutions aux différends, en tout cas, qui les opposent tous les deux pour arriver au retour de la paix et de la stabilité dans le pays et retenir également ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est-à-dire revoir en tout cas les règles démocratiques, essayer de voir comment améliorer cela davantage pour l'intérêt des Kenyans et également aussi pour l'intérêt et la stabilité de ce pays. Un autre pays également est en quête de stabilité, il s'agit de l'Éthiopie qui enregistre un nouveau conflit dans la région de l'Amara. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Mame Gor Ngom, après la guerre avec les rebelles tigréens, le gouvernement fédéral éthiopien fait face à un nouveau conflit dans la région Amara, la deuxième plus grande région d'Éthiopie avec 25 millions d'habitants. Il s'agit des milices Fano qui se sont retournées en tout cas contre l'État central d'Addis Abeba. Que vous inspire cette rébellion des amis et anciens alliés, aujourd'hui devenus des ennemis? Puisque je rappelle qu'aujourd'hui, les milices Fano avaient combattu aux côtés de l'État fédéral durant la guerre au Tigré entre novembre 2020 et novembre 2022. Peut-être quelques éléments de contexte pour parler du Premier ministre Abiy Ahmed, qui a été d'ailleurs prix Nobel de la paix en 2019, après avoir mis fin à une longue guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Donc c'est quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui est venu avec une bonne réputation et une volonté de bien faire, surtout de faire revenir la démocratie en Éthiopie. Donc, après avoir combattu et gagné devant les rebelles tigrés, aujourd'hui, il se heurte à un autre problème, c'est-à-dire les Fano qui se trouvent entre le Tigré et Addis Abeba, la capitale, donc entre deux feux. Comme on dit souvent que les protagonistes des alliés se disputent souvent après le partage du butin. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un partage de butin, mais il s'agit de contrats, je peux parler comme je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire de lois, de conclusions qui ont été mises sur place pour mettre fin au combat dans le Tigré. Ce qui a d'ailleurs après ces conclusions, les Fano s'était dit que c'était pas bien fait, et puis c'était en leur défaveur, et puis c'est pourquoi ils ont contesté ça. Mais est-ce qu'ils ne se sont pas sentis exclus également de ces accords, puisque lors des négociations aujourd'hui, l'Érythrée également avait en tout cas dénoncé la même chose. C'est la même chose aussi que dénoncent les Fano, à savoir cette milice Amara, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été associés aussi à ces négociations. Ils y voient en quelque sorte même une trahison de la part de l'État central, puisqu'ils étaient des alliés qu'ils avaient combattus à leur côté pour aujourd'hui faire face aux Tigréens. Oui, je pense que ce sont ces d'anciens amis qui sont devenus maintenant des d'irréductibles ennemis. C'est parce qu'ils se disent vexés, ils pensent qu'on les a marginalisés, et que même, si on remarque au niveau de la diaspora, surtout la diaspora présente aux États-Unis, il y a de fortes contestations. S'il y a aussi des dessous ethniques. Le Premier ministre n'est pas de la même ethnie, son ethnie est majoritaire.
Mais du côté des Fano, cette milice, on les a pas milices, mais ils se prennent pas comme des milices. Mais eux aussi, ils pensent qu'ils sont devenus vulnérables face aux Tigrés et face à l'État fédéral. Et même aux voisins érythréens. Et aux voisins érythréens. Donc, c'est pourquoi ils font tout pour combattre. Et puis ils ont une tradition de guerriers, des gens qui sont... Même si beaucoup de milices ont intégré l'armée fédérale, mais aussi il y a une bonne partie de ces milices qui se disent prêts à aller combattre pour retrouver leur dignité, ils le disent comme ça, et puis pour faire face au gouvernement fédéral. Et l'Éthiopie même a cette tradition guerrière. Quant au lien entre ethnie aujourd'hui, État et également armée, on y reviendra tout à l'heure, même au cours de cette émission, pour parler de l'impact que cela a également dans la vie politique éthiopienne. Et Pape Samba, l'annonce gouvernementale de la suppression des unités armées régionales a été perçue comme une menace pour la sécurité de la région Amara. Je rappelle que le Premier ministre Abiy Ahmed a décidé en tout cas de supprimer toutes ces unités armées et de les intégrer aujourd'hui dans l'armée nationale ou les forces de police, comme l'a rappelé tout à l'heure Mamgor. C'est à la suite de cela que des heurts ont éclaté dans cette région. Et à la suite de cela également, cette décision en tout cas qui a été prise par l'État central est censée s'appliquer non pas seulement à la région de l'Amara, mais aujourd'hui dans chacune des 11 régions que compte l'Éthiopie et où sont déployées également ces unités armées qui ont été décentralisées et qui venaient en aide souvent à l'État central. Mais pourquoi aujourd'hui la région Amara se sent visée alors qu'aujourd'hui ce sont les 11 régions éthiopiennes qui sont concernées par aujourd'hui le fait de démilitariser, de démobiliser ces gens et de les réintégrer dans l'armée aujourd'hui fédérale? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, une des raisons de la rébellion des Fano d'Amara est la suppression des milices paramilitaires par Abiy Ahmed. D'abord, il faut revenir sur la guerre entre les forces populaires de libération du Tigré et l'armée fédérale éthiopienne. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc de novembre 2020 à novembre 2022, il y a cette guerre entre l'armée fédérale et les forces de défense Tigré. Et un accord de paix a été retrouvé, mais un des points de l'accord de paix est de dire, le gouvernement a dit que les combattants d'Ahmara qui étaient, par exemple, dans la zone du Tigré, vont quitter cette zone-là. Et cette zone où sont les Fano d'Amhara appartient territorialement à la région Tigré, mais c'est revendiqué par les Fano d'Amhara. Donc le fait de vouloir supprimer ces milices-là vont frustrer par exemple les Fano d'Amhara, parce que du point de vue du nombre, donc ils font partie des peuples les plus représentatifs de l'Éthiopie, parce que il est important de le rappeler. Le deuxième peuple d'ailleurs le plus représentatif avec 25 millions. Tout à fait. Voilà, les Oromos sont les Oromos, oui. Ils sont 46%, les Amhara 27% et les Tigréens sont minoritaires 6%. Donc peut-être que c'est du point de vue représentatif. Donc si on supprime ces milices-là, du point de vue représentatif, ils n'auront pas vraiment de rôle important à jouer sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire. C'est pour cette raison-là qu'ils ont organisé cette rébellion contre l'armée fédérale. Est-ce que le fait de ne pas les avoir associés aussi en amont à l'accord de paix, est-ce que cela n'a pas en partie aussi contribué à arriver à cette situation que l'on connaît aujourd'hui? Oui, cela a contribué dans la mesure où, vous l'avez dit tout à l'heure, les Fano d'Amhara ont aidé l'armée fédérale éthiopienne dans sa guerre contre le Tigré.
Donc si on met en place un accord de paix et que ces derniers-là, je veux dire les Fano d'Amhara, ne sont pas conviés à cet accord de paix, donc cela les frustre et s'ils sont frustrés, ils vont se rebeller contre le gouvernement éthiopien. Et toutes les forces spéciales des régions ont été créées, c'est-à-dire ces forces spéciales armées qui se trouvent en Éthiopie, ont été créées dans les années 2010 sur le modèle de la police spéciale Somalie et tristement célèbre pour son implication dans la répression des manifestations sous Abdi Iley, l'ancien président de la région Somalie, arrêté d'ailleurs en 2018. La constitution éthiopienne également prévoit que ces régions aient leur propre police. Mais le fait aujourd'hui d'avoir militarisé cette police, est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement d'Addis Abeba n'a pas en quelque sorte fauté sur ce point-là, le fait d'avoir autorisé en tout cas ces polices et de les avoir militarisées, à permettre que toutes ces milices-là soient créées et que ce soit en quelque sorte des milices d'autodéfense? En fait, d'un côté, le gouvernement éthiopien est responsable parce que ces groupes paramilitaires-là existent dans les États régionaux de l'Éthiopie depuis une quinzaine d'années. Donc si Abiy Ahmed se lève un jour et décide de supprimer ces milices-là, cela aura des conséquences. Donc là, il faut aussi rappeler que donc, le gouvernement éthiopien est responsable de ce qui se passe parce que c'est ce gouvernement-là qui a accepté l'existence de ces milices paramilitaires-là. Donc le gouvernement va subir les conséquences de cette suppression-là. Et Mamgour, certains de ces groupes armés, ces groupes en tout cas régionaux armés, sont même beaucoup plus ou bien mieux équipés même que l'armée fédérale ou bien en tout cas certains membres de l'armée fédérale éthiopienne, ce qui pose un sérieux problème. Et pour ce qui est des autorités d'Addis Abeba, la proposition est que ces forces spéciales, qui sont des dizaines de milliers, soient intégrées à l'armée et à la police fédérale afin de favoriser l'unité ethnique et d'empêcher les forces régionales d'être entraînées dans des conflits comme cela a été le cas au Tigré. Mais est-ce que cette décision des autorités ne devrait pas être saluée aujourd'hui par ces groupes armés régionaux comme aujourd'hui les Fano au vu des conséquences que la guerre du Tigré en tout cas a eues? Je pense que c'est une très bonne décision, mais c'est l'applicabilité de cette décision qui pose problème. Parce que quand vous voyez les reproches faits au gouvernement d'Addis Abeba, surtout de la part des Fano, ils disent clairement que du côté du Tigré, il y a d'autres milices qui sont là-bas, mais qui ne sont pas touchées. Et dans d'autres régions, d'autres parties du pays, il y a des milices qui... Mais cette démilitarisation concerne les 11 régions éthiopiennes. Oui, donc toutes les régions sont concernées. Oui, toutes les régions sont concernées, mais ce n'est pas du tout la manière dont le gouvernement procède au niveau d'Amhara. Ce n'est pas la même chose au Tigré, par exemple. C'est ce qu'ils disent dans tous les cas. Donc, il y a cette façon de faire. Il y a aussi le fait que, même aujourd'hui, du côté d'Amhara, on sent que même le parti, le gouvernement, on dit que des membres du gouvernement sont en train de quitter cette partie du pays pour aller vers Addis Abeba parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Parce qu'il y a une force, les Fanos sont aussi très puissants. Il y a des pillages, ils ont pris des munitions dans les camps, des polices qui sont brûlées. Donc ça pose un vrai problème. Et ça pousse même le Premier ministre Abiy à poser des actes qui sont aux antipodes de ce qu'on connaissait. Parce que ce qu'on connaissait, c'est un Premier ministre qui a été prix Nobel de la paix quand même, qui a tout fait pour faire revenir la démocratie en Éthiopie. Éthiopie, pour rappel, un peu, c'est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria. Donc, il avait comme en 2018, en parvenant à se réconcilier avec l'Érythrée, entre guillemets, il avait de bonnes intentions. Mais aujourd'hui, même Amnesty International, les organismes des droits de l'homme sont en train de l'indexer pour dire qu'il y a des abus énormes au niveau de l'Éthiopie. Donc, c'est pourquoi, là aussi, il faut des négociations.
Je pense qu'il faut impérativement négocier avec les milices. Même si eux, ils n'acceptent pas de se faire appeler comme ça. D'ailleurs, même face à tous ces affrontements notés aujourd'hui dans cette région Amara, le Premier ministre Abiy Ahmed, dont vous parliez tout à l'heure, a décrété aujourd'hui un état d'urgence de 6 mois dans cette partie du pays, une décision qui place donc l'Amara sous le contrôle de facto des services de sécurité. La région a été divisée en 4 postes de commandement sous le contrôle général du comité présidé par le chef d'ailleurs du renseignement éthiopien. Quel impact pourrait avoir aujourd'hui cet état d'urgence dans cette région? Cet état d'urgence acte la crise. Je pense que la crise est actée et que les dérives vont être constatées. C'est comme dans tous les régimes d'exception. Les dérives vont être constatées. Aujourd'hui, en Éthiopie, le gouvernement est en train de tout faire pour réprimer. Et puis, il y a des répressions massives. Au-delà des répressions massives, il y a des crimes, des crimes qui sont commis de part et d'autre. Parce que les crimes, ce n'est pas aussi de la part des gouvernements seulement, mais aussi du côté des milices, il y a des crimes. Et que tout ça, ce sont les populations qui paient des pots qu'elles n'ont pas forcément cassés. Donc, les conséquences sont là. Il y a la crise qui est actée, un régime d'exception ne peut pas être un exemple, ne peut pas être une solution dans une démocratie. On parlait tout à l'heure de la crise démocratique, mais quand on parle des régimes d'exception, un état d'urgence de 6 mois, presque une demi-année, c'est une demi-année. Donc ça, c'est assez grave. C'est une guerre civile qui est en train de se passer, une guerre civile qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi, même dans la diaspora éthiopienne, tout le monde bouge, les autres se cachent. Du côté du pouvoir, cette région-là, cet état-là n'est plus fréquentable parce que les gens ne travaillent pas. Au lieu de se consacrer au développement économique, on règle des crises à n'en plus finir. Et je pense que ce mandat de Abiy va en prendre un sacré coup. Et d'où aujourd'hui, en tout cas, ce qui avait été demandé à la suite de l'accord avec le Tigré, à savoir une enquête indépendante pour situer les responsabilités de part et d'autre par rapport aux exactions dont vous parliez tout à l'heure. Et Pape Samba, le gouvernement éthiopien y a déployé dans cette région de l'Amara massivement des troupes à la suite de cet état d'urgence-là, des troupes soutenues par leur puissance aérienne également. Cette utilisation aujourd'hui par l'armée éthiopienne de sa puissance aérienne pour repousser aujourd'hui les gains territoriaux des puisque je rappelle que ces fanons également avancent et attaquent certains postes de police également, des bases militaires comme l'a rappelé Mamgor, en prenant même des munitions des forces armées fédérales. Aujourd'hui, cette attaque aérienne ne risque-t-elle pas, ces attaques aériennes en tout cas, ne risque-t-elle pas de davantage faire de victimes civiles qui ne sont pas directement en tout cas concernées par ce conflit? Je précise que pour le gouvernement d'Addis Abeba, jusque-là, ils n'ont ni confirmé ni infirmé l'usage aujourd'hui de la puissance aérienne éthiopienne. Au fait, il faut comprendre que Abiy Ahmed ou le gouvernement éthiopien a pris cet état d'urgence dans le but de légitimer peut-être ses exactions. Pourquoi je le dis? Parce que si on retourne un peu en arrière, lors de la guerre entre l'armée fédérale et les Tigriens, Abiy Ahmed avait empêché l'aide alimentaire ou l'aide humanitaire de parvenir chez les Tigriens. Donc la famine était une sorte d'arme de guerre pour plus lutter contre les forces de défense du Tigré. Donc, mais au-delà de cette famine-là comme arme de guerre, est-ce que ce n'était pas une autre façon, comme l'a rappelé tout à l'heure Mamgor, entre Abiy Ahmed et les organisations de défense des droits humains, ce n'est pas le grand amour. Est-ce qu'il ne craignait pas également que des organisations de défense des droits humains puissent accéder à ces zones comme le Tigré et puissent enquêter et relayer ce qui s'y passait? Oui, on peut dire que c'est une des raisons d'empêcher l'aide humanitaire ou ces ONG d'aller dans cette région-là, dans la mesure où des exactions ont été relevées, que le gouvernement éthiopien quand même violait tous les droits humains des Tigriens. Donc si les acteurs ou les ONG parviennent à voir cela ne va pas du tout refléter une bonne image de Abiy Ahmed, qui était Mamgor le citait tout à l'heure,
qui était prix Nobel de la paix. Donc si on laisse aussi les ONG ou les observateurs voient qu'il y a des exactions, donc cela risque de décrédibiliser davantage la gouvernance de Abiy Ahmed dans cette région-là. Et de davantage ternir son image en tant que prix Nobel de la paix en 2019. Aujourd'hui, au-delà des armes, au-delà de cette guerre qui se mène entre armée loyale ou armée fédérale éthiopienne et milice Fano, est-ce qu'il ne serait pas temps également de se retrouver et de dialoguer pour au moins arriver à une administration intérimaire dans cette région de l'Amara, comme cela a été le cas au sein du Tigré? Je pense que c'est une bonne solution parce que, vous savez, l'Éthiopie est un pays qui a plusieurs ethnies, qui a plusieurs peuples, parce que tout à l'heure j'ai cité surtout la région, les Fano d'Amara, les Oromo, les Tigriens. Donc il faut un dialogue, soit faire ce qu'on appeler une démocratie consociative, autrement dit appeler tous les factions, voilà, pour discuter afin de trouver une issue, voilà, diplomatique à cette crise-là. Et Mamgoor, comment arriver à ce dialogue entre milices Fano aujourd'hui et au gouvernement fédéral, c'est-à-dire ses anciens alliés? Comment arriver à les rapprocher aujourd'hui pour dialoguer et éviter l'usage des armes comme c'est le cas actuellement? Je pense que pour mieux dialoguer, il faut qu'on rejette certains paradigmes. Parce que quand on parle d'ethnie, c'est une société foncièrement divisé. Quand on parle de Domario, Amara, il est Tigré, le président qui fait partie d'une ethnie majoritaire, après viennent les Amoro, mais ça pose problème. Je pense que si on parvenait à faire tomber toutes ces barrières ethniques, le président le Premier ministre, il a l'ambition de faire ça, même s'il s'y prend un peu mal, parce que on se rend compte que lui, il s'appuie sur son ethnie aussi pour mater d'autres. Je pense qu'il faut quelqu'un, même s'il est quelqu'un qui va peut-être jouer le rôle de médiateur, qui puisse dépasser, transcender toutes ces considérations ethniques pour que tout le monde s'assoie autour d'une table. Comme on reste Mamgoor avec cette question ethnique. Abiy Ahmed fait aussi face dans d'autres parties de l'Éthiopie, notamment dans l'Oromia, où le groupe rebelle armé de libération de l'Oromo, Ola, se bat pour ce qu'il appelle l'autodétermination. Des pourparlers y ont eu lieu en avril, mais toujours pas d'issue. Les Oromo forment le plus grand groupe ethnique d'Éthiopie, suivi aujourd'hui des Amara qu'on a cités tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faudrait pas également régler en Éthiopie cette question du lien entre politique, armée et groupe ethnique? Et malheureusement, ce n'est pas propre à l'Éthiopie. Vous savez que Abiy Ahmed fait partie de l'ethnie oromio, mais même là-bas, il y a des problèmes, il y a de fortes contestations. Donc chacun essaie de se protéger, ils se recroquevillent sur eux-mêmes, ce qui pose réellement un réel problème de gouvernance. Parce qu'on analyse tout sous le prisme ethnique. Malheureusement, on analyse tout sous le prisme ethnique en Éthiopie. Comment transcender ce prisme ethnique-là, Mamgoor? Puisqu'en Éthiopie, on a vu que en tout cas, c'est principalement source de problèmes. Cette prisme ethnique et même ces groupes armés régionaux aujourd'hui ont également cette connotation ethnique. Comment transcender cela? Bon, je ne sais pas si ça peut se faire à court terme. Parce que je pense que ça, c'est un travail de longue haleine. Il faut un État, parce qu'un État transcende les ethnies. Un État, ce n'est pas un État ethnique, mais c'est un État qui englobe toutes les ethnies et que ce vouloir commun de vivre ensemble, je pense que ça, c'est important. C'est important. Et il suffit d'avoir un leadership aussi fort, un leadership qui transcende les ethnies, un leadership qui met au-dessus de tout la patrie, comme on le dit souvent ici, au-dessus des petites particularités, c'est-à-dire des ethnies et autres. Parce que, quoi qu'on dise, l'Éthiopie, même si c'est 115 millions d'habitants, c'est un pays, et ça doit rester un pays avec ses États, avec ses diversités, mais qui ont un dénominateur commun, c'est-à-dire une nation, la nation éthiopienne. Et ça peut se faire. Abiy, prix Nobel de la paix, avait les coudées assez franches
avait les épaules assez larges pour faire ça. Malheureusement, il n'a pas réussi. Parce qu'en l'espace de 2019 jusqu'à aujourd'hui, 2018 jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de crises. Même s'il parvient à régler certaines crises. Beaucoup de conflits qu'il a d'ailleurs eu à gérer depuis son élection. Il ne fait que régler des conflits, gérer des conflits. Donc ça pose un réel problème de leadership aussi, ce qui est constaté en Afrique. Et que le mal est très profond. Et j'aimerais interpeller Pape Samba sur un point, à savoir cette armée de libération de l'Oromia qui a été accusée aussi d'atrocités généralisées contre les Amaras à Oromia. Oromia, c'est là où se trouve en tout cas une bonne partie de cette ethnie, faisant craindre qu'elle ne veuille les chasser même de cette région-là. Des accusations en tout cas que nie le groupe armé. Selon vous, quelle solution aujourd'hui à ces conflits ethniques récurrents en Éthiopie? Et Mamgo rappelait tout à l'heure que ce n'est pas propre à l'Éthiopie, mais on le voit dans la plupart de nos États. Quelle solution aujourd'hui à ces conflits récurrents ethniques? La solution principale, c'est d'abord de former un gouvernement dans lequel il y a la représentation de toutes les ethnies. Il est important de rappeler que de 1991 jusqu'en 2019, l'Éthiopie était dirigée par une coalition de partis. C'est le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien. C'est Abiy Ahmed qui a cassé cette dynamique-là en créant le Prosperity Party, le parti de la prospérité, et cela a frustré beaucoup de sortes les Tigriens. Qui d'habitude étaient très représentés dans les instances à Addis Abeba. Tout à fait. Donc cela les a frustrés. Donc une des solutions, c'est de créer cette coalition-là, ce que Arend Lischpart appelle la démocratie consociative. Autrement dit, quand dans un pays il y a plusieurs ethnies, et que ces ethnies-là se regardent en chien de faïence, il faut former un gouvernement qui va permettre la représentativité de toutes les ethnies. Donc, si on forme un gouvernement de coalition qui représente toutes les ethnies, aucune ethnie ne sera frustrée, et cela peut-être facilitera la gouvernance en Éthiopie. Sans que toutes les ethnies, en tout cas éthiopiennes, se sentent concernées par la gestion des affaires publiques, qu'elles soient également représentées au sein de l'organisation gouvernementale, mais également arriver à la démilitarisation de ces groupes armés régionaux ou bien ces milices, si on peut les appeler ainsi. Nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions Mamgor Ngom, journaliste et analyste politique. Merci encore Mamgor d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Daouda. Merci également à votre co-débatteur, M. Pape Samba Mbeng. Vous êtes politiste. Merci aussi. Ça a été un plaisir également d'être avec vous. Merci beaucoup, Daouda. Le plaisir est partagé. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.